Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ravi, très heureuse de vous retrouver encore sur Taxawu Sénégal TV. Vous le savez, la configuration a un petit peu changé depuis la mise en place de la coalition Yewwi Askan Wi. Ainsi, votre émission Temps de parole s'ouvre aux alliés. Nous recevons aujourd'hui un membre du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Abbas Fall, bonjour. Bonjour madame. Je rappelle que c'est lui le patron de PASTEF Dakar. Alors Abbas Fall, d'ores et déjà, vous avez été vice-président de la Fédération des écoles privées d'enseignement supérieur, mais également vous êtes le directeur des études de l'Institut professionnel de l'entreprise, IPE. Aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez, quelle appréciation faites-vous du système éducatif sénégalais? Merci madame. Je tiens d'abord à dire bonjour à vos téléspectateurs et c'est un plaisir pour moi d'avoir l'honneur d'être reçu dans cette émission. C'est vrai que je suis un acteur de l'éducation depuis une vingtaine d'années et peut-être que si c'était une émission spéciale dédiée à cela, j'aurais pu venir peut-être avec énormément de choses à dire, mais la situation actuelle quand même que nous vivons dans le système éducatif mérite qu'on fasse une petite pause et qu'on revienne à un système qu'on a souvent utilisé, c'est-à-dire il faut un état généraux, des états généraux de l'éducation et de la formation au Sénégal. Parce qu'il faut le reconnaître, l'école sénégalaise est en crise. Et cela est dû à une mauvaise politique de l'éducation au Sénégal, ce qui fait qu'actuellement nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Et si vous vous souvenez bien, nous tous, nous sommes des produits de l'école publique, mais si nous voyons aujourd'hui le privé prospérer, ça veut dire que l'école publique a de sérieux problèmes auxquels il faudra s'attaquer. C'est une lapalissade de le dire que l'école sénégalaise est en crise. Et il faut y trouver des solutions. Il faut y trouver des solutions, vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus c'est l'école privée, les parents optent d'ailleurs pour le privé. Pensez-vous que c'est vraiment une solution vu le seuil de pauvreté au niveau du Sénégal? Malheureusement, et les parents sont en train de casquer pour permettre à leurs enfants d'avoir une éducation de qualité. Parce que l'objectif du privé, c'est de faire des profits. Et pour faire des profits dans un environnement concurrentiel, il faut faire de la qualité. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, que les gens se sont rendus compte que le privé fait de la qualité. Parce que quand on ne fait pas de la qualité, on disparaît. C'est la raison pour laquelle les gens sont obligés de mettre énormément de moyens dans leur investissement pour permettre donc à leurs écoles, qui sont des entreprises aussi, à trouver leur place au niveau du marché. Maintenant, la question que vous posez est extrêmement importante. Comment créer un équilibre maintenant à ce niveau-là? On parle de démocratisation de l'accès à l'éducation et à la formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout Sénégalais a le droit d'avoir une éducation de qualité, quel que soit le niveau par ailleurs que ce Sénégalais a là. Donc, pourquoi les gens maintenant amènent leurs enfants dans le privé? Et que cela va créer un déséquilibre, parce que nous allons à un niveau où seuls les riches, ou bien seuls les enfants des personnes nanties auront droit à une éducation de qualité. Malheureusement, ça veut dire quoi? Cela va augmenter la pauvreté au niveau de ces masses-là qui n'ont pas les moyens d'aller dans les écoles privées qui coûtent relativement cher. Maintenant, c'est pourquoi je dis, moi je suis acteur dans le privé, je sais ce que cela coûte d'avoir un enfant dans le privé. Je suis un produit de l'école publique. Je ne suis pas pour la disparition du privé, mais pour moi, le privé devait venir et servir d'appoint au public. Et c'est là où il faut repenser le système éducatif au Sénégal. Il faut
retourner à l'école de l'égalité des chances, telle que nous l'avons un peu théorisé dans nos différents programmes. Il faut que l'école publique retrouve sa splendeur d'autant pour permettre à tous les Sénégalais quand même d'avoir accès au système éducatif. Maintenant, ça c'est tout un programme, c'est toute une réflexion, c'est pourquoi je dis il faut d'autres états généraux. Il y a tellement d'états généraux qui ont produit beaucoup de réflexions, mais qui n'ont pas abouti à grand chose. Nous avons un problème d'application des mesures que nous prenons. Mais je trouve effectivement qu'au rythme où nous allons, seuls les nantis auront l'occasion de donner à leurs enfants une éducation de qualité. Et ce sont ces mêmes enfants qui risquent d'être devant et de diriger les fils de pauvres qui malheureusement ne peuvent pas accéder à une formation de qualité. Ce que nous voyons dans les écoles publiques, c'est extraordinaire. Des abris provisoires, des salles qui contiennent 100 personnes, 100 enfants, mais des effectifs extrêmement pléthoriques. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles quand même nous devons réfléchir. Donc il faut marquer une pause, faire un diagnostic sans complaisance de ce qui se passe dans le système éducatif public et essayer d'y apporter des solutions. Justement, pour plus d'équité, l'État sénégalais avait prévu cette année-ci d'investir concernant les uniformes. Il avait prévu 10 milliards chaque année pendant 3 ans pour que tous les élèves portent des uniformes. Cependant, ce ne sera pas disponible. Selon les informations du journal Observateur, ce ne sera pas disponible au mois d'octobre, peut-être au mois de novembre ou décembre de cette même année. Est-ce que vous trouvez ce projet pertinent et l'investissement qui coûte 30 milliards pour 3 ans? Non, vous savez, c'est-à-dire que nous, chez nous, nous n'avons pas le sens des priorités. Je disais tout à l'heure, il faut faire un diagnostic des problèmes de l'éducation. Alors, on se réveille au beau jour, on nous dit, voilà, on va essayer de voir comment doter les enfants d'uniformes. Mais quand même, avant de les doter d'uniformes, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Ça sert à quoi de doter les enfants en uniforme alors qu'on en a parlé tout à l'heure, les effectifs sont pléthoriques, alors qu'il y a des abris provisoires un peu partout au Sénégal. Je pense quand même nous avons un réel problème avec nos dirigeants dans ce pays. Ils n'ont pas le sens de la priorité. C'est extrêmement grave. Et il y a des enjeux autres. Ce ne sont que des enjeux financiers. Moi, je soupçonne quand même une tentative d'enrichissement d'une caste politique qui est au service du gouvernement en place. Moi, c'est ça que je dis. Parce que c'est impensable de penser mettre 10 milliards pour des uniformes alors que l'école a des problèmes pour sortir la tête de l'eau. Les enseignants sont là à toujours demander, à toujours exiger que les accords qui ont été signés entre l'État du Sénégal et eux soient respectés. Les enfants ont des problèmes même de fourniture à l'école. Donc comment peut-on penser une seule fois mettre 10 milliards pour l'achat d'uniformes? Je trouve que cela n'est pas juste. Et l'État du Sénégal doit revenir sur cette décision-là. Et vous n'allez pas voir, peut-être les syndicats, je vais peut-être m'informer après, mais je ne pense pas que cela puisse être accepté à l'état actuel où nous sommes. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de réinvestir cet argent-là, là où il faut, pour que l'école sénégalaise puisse sortir la tête de l'eau. Autre secteur qui pose problème aujourd'hui, c'est la sécurité. L'insécurité qui, d'ailleurs, va au-delà même de ce qu'on appelle une insécurité grandissante au niveau de Dakar. Vous êtes un des personnages politiques, on va dire. Quelle perception avez-vous de cette jeunesse qui de plus en plus devient violente? À votre avis, quelle est la cause? Cela a un lien forcément avec l'éducation. Forcément avec l'éducation, parce que les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'ils peuvent avoir une vie meilleure en dehors de ce que le système classique offrait.
Auparavant, les gens étaient pressés d'avoir leurs enfants à l'école. Les gens étaient contents même de voir que leurs enfants ont réussi, même pour avoir le certificat d'études. Moi, je me souviens, quand j'avais le certificat d'études, mon papa m'avait acheté une montre parce que tellement il était content de son fils. Et il s'était même permis de faire le tour des concessions pour dire que mon fils a eu le certificat d'études. Parce que pour lui, c'était la voie qui permettait d'arriver à une situation professionnelle précise. Maintenant, il y a faillite au niveau de l'éducation. Ça, c'est une chose. Autre chose, il y a la dégradation aussi des conditions de vie sociale. Les gens ne se retrouvent plus. Les gens ne peuvent pas aller à l'école. Les gens ne peuvent pas se soigner. Les gens ne peuvent pas trouver un emploi décent. Ils sont obligés de choisir cette voie qui est facile mais extrêmement dangereuse. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, la violence chez les jeunes est liée forcément à l'échec des politiques d'éducation. C'est là un lien. Au-delà maintenant, il y a la pauvreté qui grandit, il y a l'échec des politiques sociales qui est là, qui est patent, ce qui fait que nous ne pouvons avoir que ce genre de résultats. C'est pourquoi il urge de revenir sur les fondamentaux de l'éducation, même au niveau social. Il urge de tout faire pour qu'il y ait un équilibre au niveau social, pour que les gens puissent en profiter et éviter que ces dérapages-là continuent. Parce que ce que je vois est extrêmement dangereux. Personne n'est plus en sécurité dans ce pays. Même nos enfants ne sont plus en sécurité. À chaque fois qu'ils sortent, ils sont exposés à ces formes de danger. Et je pense qu'il faudrait quand même que tous ensemble, que ce soit les parents, les non-gouvernants, la société de façon générale, puissent prendre le taureau par les cornes et régler définitivement ce problème. Mais pour moi, la base c'est l'éducation. Et puisqu'on a raté l'éducation, puisque l'école n'est plus le cadre où les gens doivent être éduqués et avoir des aspirations positives pour le futur, nous ne pouvons avoir que ce genre de résultats au niveau des jeunes. La police est là également pour régler des problèmes. Cependant, depuis quelque temps, elle est pointée du doigt par la société sénégalaise. La dernière affaire en date est la mort de l'émigré Cheikh Niass, qui aujourd'hui suscite beaucoup de débats. Vous êtes politique, vous avez été arrêté et tout, vous connaissez ce que c'est que la garde à vue. Quelle analyse est-ce que vous faites de cette affaire-là? Oui, vous l'avez dit, j'ai vécu ça et je me suis rendu compte que dans ce pays, les droits humains ne sont pas respectés, même pendant la détention ou bien pendant la garde à vue. Ils ont vécu des conditions extrêmement déshumanisantes et dégradantes. Rien qu'au niveau de la garde à vue. C'est extraordinaire ce qui se passe dans notre police. Il y a un problème même de formation de notre police. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on mette le doigt là où il faut. Il y a un problème de formation au niveau de notre police. Il y a un problème de communication au niveau de notre police. Il y a un problème même je veux dire, moral qu'il faut essayer de régler au niveau de la police. Notre police est en train de prendre une voie extrêmement dangereuse. Et je profite de cette occasion pour témoigner vraiment tout mon soutien à la famille du défunt Niass qui a perdu la vue dans des conditions qu'il faudra élucider. Mais nous devons revoir notre police. Rien que dans leur façon de parler quelquefois, vous sentez quand même qu'il y a des problèmes. Et il ne faut pas qu'ils oublient que ce sont nos impôts que nous utilisons pour les mettre dans de bonnes conditions pour nous protéger. La police doit nous protéger, elle ne doit pas nous fragiliser et nous mettre dans ces conditions-là. C'est ça le rôle de la police. C'est de veiller à la sécurité des biens et des personnes, mais pas de détruire les biens des personnes ou bien même arriver à un niveau où elle est indexée dans la mort des citoyens sénégalais. Il faut qu'on revoie notre police et c'est ça la vérité, il faut le dire. Notre police est en train de prendre une voie extrêmement dangereuse et si on n'y prend pas garde, nous allons arriver à une situation où ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui vont régler le problème.
Et une fois qu'on arrive à ça, et vous voyez les prémices de ce que je viens de dire, une fois qu'on en arrive là, voilà, mais de façon personne n'est en sécurité. Moi, j'ai vécu les conditions de la garde à vue, et si on n'est pas assez solide, les gens peuvent y laisser leur vie. Ça, c'est clair. Et ça, je le confirme ici devant vos micros. L'insécurité ne se limite pas qu'aux agressions physiques. On se rend compte que depuis quelque temps, les procès-verbaux des enquêtes préliminaires ainsi que des vidéos circulent sur la place publique. Aujourd'hui, quelle appréciation vous faites de cela? Quel est votre avis par rapport à tout cela? Oui, mais vous savez, c'est la dégradation des valeurs qui crée tout cela. Nous avons un réel problème moral chez nous. Comment est-ce que les procès-verbaux atterrissent sur la voie publique? Ça, il faut qu'on le dise. Comment? C'est pas tombé du ciel. Ça vient de ces gens-là qui ont reçu donc l'enquête. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Il faut qu'on dise la vérité. Ça vient de ces gens-là qui sont chargés de mener des enquêtes. Par quel procédé? C'est à eux d'élucider cela. Il faut que ça s'arrête. Parce que ça peut se retourner contre eux dans tous les cas. Ce qui s'est passé récemment avec des vidéos qu'on a vues sur la place publique, moi je suis un homme politique, je suis opposé à la politique du président Macky Sall et de ses compagnons, mais je trouve quand même que ce n'est pas normal. Mais c'est le contre-coup ici, parce que ce sont ces gens-là de l'APR ou bien du gouvernement de Macky Sall aussi qui mettaient sur la place publique, avec la complicité effectivement de la police, qui mettaient sur la place publique les procès-verbaux et les vidéos d'honnêtes citoyens sénégalais. Autrement dit, ce sont des représailles. Mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, ce sont des représailles. Et ça, c'est depuis l'avènement du président Macky Sall et peut-être un peu plus avant que nous voyons ce genre de pratiques au Sénégal. Je ne suis pas là pour jeter la fleur aux socialistes, mais quand même, à cette époque, nous n'avions pas ce genre de dérapage. Il faut qu'on mette fin à cela. Les gens qui sont préposés aux enquêtes doivent faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme et de ne céder à aucune forme de pression, d'où qu'elle vienne. Parce que généralement, ces pressions viennent souvent de l'État du Sénégal. Nous avons vu les procès-verbaux mais du président Khalifa Sall dans la rue. Nous avons vu les procès-verbaux de Karim Wade dans la rue. Nous avons vu les procès-verbaux de l'affaire du président Ousmane Sonko dans la rue. Ça vient d'où? Ça ne peut venir que d'eux. Ça ne vient de nulle part. Ce n'est pas tombé du ciel. Et je pense qu'il faut que les gens aussi sachent raison garder et reviennent à des fondamentaux, c'est-à-dire le respect du secret de l'instruction. Souvent, on vous dit oui, moi c'est mon cas un peu, on vous a libéré, mais il faut que vous restiez dans le secret de l'instruction. Et dire vous êtes toujours en liberté provisoire? Oui, je suis toujours en liberté provisoire, mais on ne peut pas m'interdire de parler de cette affaire. Si je vois par exemple le procès verbal de mon affaire dans la rue, je vais en parler. Personne ne peut m'empêcher d'en parler. Le secret de l'instruction doit être géré par tout le monde, par tous les acteurs, les enquêteurs, les plaignants et éventuellement c'est ça à qui on reproche quelque chose. Je suis toujours en liberté provisoire. Je ne devais même pas être en liberté provisoire. Je n'ai rien fait pour être capturé, mis en prison après donc pour me libérer de façon provisoire. Donc je garde ma liberté. Pour moi, je suis en liberté définitive parce que je n'ai absolument rien fait. Je vais continuer à faire ce que je dois faire sur le terrain politique. S'il s'agissait peut-être de me menacer ou de me faire peur, non. Au contraire, ils ont décuplé ma volonté, mon engagement et ma détermination à faire face au régime de Macky Sall et de ses compagnons. Les opposants n'en sont pas encore au bout de leur peine, notamment les activistes qui se montrent du côté de l'opposition. On a vu récemment l'arrestation de Ousmane Diagne. La dernière, c'est celle de Guy Marius Sagna qui a été placé sous mandat de dépôt et qui ira demain au tribunal des flagrants délits. Vous, au niveau de PASTEF,
Selon vous, comment est-ce que vous analysez ces arrestations d'activistes, de proches du PASTEF, on va dire, ou bien de l'opposition? Non, pour moi, c'est un projet de bâillonnement des libertés. Je ne dis pas, je ne suis pas le juge, je ne suis pas à un niveau où je peux apprécier ce qu'il y a dans ces dossiers. Mais oui, pour diffusion de fausses nouvelles. Oui, mais nous avons vu un acteur politique, en l'occurrence, comment il s'appelle, le monsieur qui a eu des problèmes avec des problèmes de blanchiment de faux billets, Bougazeli, qui publiquement a dit que la gendarmerie lui a demandé 50 millions. C'est plus grave que la déclaration que Guy Marius Sagna a faite. Guy Marius Sagna n'a rien dit de grave. Guy Marius Sagna a voulu tout simplement attirer l'attention de la gendarmerie sur son devoir, comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure par rapport à la police. Son devoir, c'est d'être à côté du peuple. La gendarmerie doit rester ce qu'elle était. Mais si, lui, en tant qu'acteur politique ou activiste, s'il constate qu'il y a peut-être des insuffisances à ce niveau, mais nous sommes en démocratie, il a le droit de le dire et il l'a fait sur Facebook de façon très courtoise. Je ne vois pas pourquoi on l'a retiré alors que d'autres ont dit plus grave que cela. Nous avons vu ici des gens de l'APR insulter des préfets qui sont des représentants de l'État, insulter des gouverneurs qui sont des représentants des démembrements de l'État et on ne leur a rien dit. C'est-à-dire que nous avons le sentiment qu'il y a un deux poids, deux mesures dans ce pays. Il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité, que ce soit Guy Marius Sagna ou quelqu'un d'autre. Nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut être au-dessus de la loi. C'est ça le problème. Donc, nous pour ce qui est par exemple des activistes, des Y'en a marre, je ne protège personne. Mais comment peut-on arrêter des gens alors qu'il n'y a aucune plainte venant de qui que ce soit? Si, par exemple, la France, le consulat français s'est senti arnaqué ou escroqué sur des visas, mais ils peuvent le faire, ils ne l'ont pas fait. Alors, on arrête des gens comme ça et la question revient sur la base d'enregistrement illicite. On ne peut pas légaliser, ouvrir un dossier juridique sur quelqu'un, sur la base, mais d'un procédé illégal. On a dit qu'on ne peut pas enregistrer quelqu'un à son insu, alors que l'enregistrement est illégal. Vous voyez ce que ça fait? Ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on arrête quand même ce cinéma. Et que si les gens tentent de bâillonner les activistes ou bien les hommes politiques les plus en vue, parce qu'ils ont un projet qui se dessine et qu'ils veulent faire passer, ça ne passera pas. Nous ne sommes là pour personne, nous ne protégeons personne. Je ne vais pas dire des choses que je ne sais, que je ne maîtrise pas, mais si on doit arrêter quelqu'un, pour certaines raisons, on doit arrêter les autres aussi pour des raisons plus graves. Vous voyez le problème des faux passeports diplomatiques. C'est ce que j'allais dire. Concernant ce point, le ministère de la Justice a saisi l'Assemblée nationale, justement, qui devra statuer sur ça. Ce sera le 14 octobre. Oui, mais il a fallu que les gens fassent pression sur eux pour qu'ils le fassent. Ils ont essayé de nous distraire, de créer une affaire dans l'affaire, comme on dit, essayer de nous distraire avec l'arrestation de Guy Marius Sagna, ils ont essayé de nous distraire avec l'arrestation des activistes, ils ont essayé de nous distraire avec des enfantillages. Mais cette affaire-là aurait dû être pliée depuis longtemps. Le juge devait avoir la même promptitude qu'il a eu avec le dossier du président Khalifa Sall, avec le dossier du président Ousmane Sonko, avec le dossier de Karim Wade. Il devait avoir la même promptitude, la même célérité et la même rapidité pour traiter le dossier de ces députés faussaires. Et c'est grave au Sénégal qu'on en arrive à une situation où c'est le législateur qui devient faussaire. C'est extrêmement grave. Alors, nous leur demandons quand même de régler ce problème et qu'on n'essaie pas quand même de nous mettre un peu de la poudre aux yeux en les entendant, en les mettant en prison comme on a fait avec Bougazeli. Après, voilà, ils vont feindre des maladies et sortir après. Non, ça ne passera pas. Et les Sénégalais doivent prendre leurs responsabilités par rapport à ces faits graves qui se passent au Sénégal et qu'il faut arrêter. Nous réclamons la justice pour tous, que ceux qui ont fauté
soient punis conformément à la loi. Il ne peut pas y avoir des Sénégalais qui ont des chèques à blanc, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Il ne peut pas y avoir aussi des Sénégalais à qui on reproche des choses qui sont fausses et qu'on met en prison. Nous ne pourrons pas l'accepter. Vous avez dit tout à l'heure, on revient un petit peu sur l'affaire de Kilifeu et Simon. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas se baser sur quelque chose d'illicite pour juger quelqu'un ou autre. Pourtant, lors des événements de mars dernier, Pastef, du moins des membres de Pastef, avaient menacé de publier des vidéos, des données personnelles, on va dire, ce qui vous a d'ailleurs, je pense, valu une arrestation, puisque c'était une menace. Alors, qu'en est-il de cela? Bon, moi, je n'ai pas été arrêté pour ça, mais je ne connais pas des éléments de Pastef qui ont menacé. Votre téléphone a été confisqué. Oui, mon téléphone a été confisqué, mais ils n'ont pas vu dans mon téléphone, oui, sous scellé, oui, jusqu'à présent, mais ils n'ont pas vu dans mon téléphone un seul message émanant de moi et qui ferait des menaces. Oui, mais c'est parce que ce sont ces menaces-là qui vous ont valu. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi et les autres? Pas que vous. Mais justement, pourquoi nous? Mais pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi on ne nous a pas jugés si vraiment ils avaient des preuves? Vous savez, les gens procèdent comme ça. Hein? S'ils avaient des preuves contre nous, moi je ne serais pas ici en train de vous offrir cette interview. Il n'y a absolument rien qu'on puisse nous reprocher et je n'ai pas connaissance qu'un seul responsable de Pastef ait fait ces menaces-là de divulguer une quelconque vidéo sur des soi-disant personnalités. Non. Maintenant, vous savez, quand nous sommes dans une guerre, et ça je le dis à l'attention de nos amis de l'autre côté, quand nous sommes dans une guerre, tous les moyens sont bons. Ouais, tous les moyens. Soit ils sont courtois politiquement, ils utilisent des moyens légaux, courtois, démocratiques, pour évoluer ensemble avec les autres. Dans l'arène politique, quand je dis arène, je ne le prends pas au premier sens. Soit nous sommes civilisés, nous faisons de la politique de façon civilisée, soit nous ne le sommes pas, alors nous ferons la politique autrement. Nous utiliserons les mêmes moyens que désormais, parce que nous avons été trop patients. Nous avons voulu être trop républicains et les gens qui sont ici n'ont pas le sens de la République. Alors nous allons utiliser les mêmes moyens que désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Nous y reviendrons sûrement, mais d'ores et déjà on parle de la coalition, la grande coalition que vous partagez avec Taxawu Sénégal, PUR et d'autres formations politiques. Ça a été mis sur place, non sans bruit. Mais effectivement, vous savez, je pense que s'il n'y a pas de bruit, pour moi, s'il n'y avait pas de bruit, cette coalition ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est tout à fait normal qu'une grande coalition comme ça, qui regroupe les plus grandes figures de l'opposition au Sénégal, puisse ne pas faire de bruit. C'est tout à fait normal. Et vous avez vu que c'est quand on a mis en place cette coalition que beaucoup d'autres coalitions sont nées. Ça veut dire qu'on attendait Yewwi Askan Wi pour qu'il y ait une floraison de coalition. Et c'est tout à fait normal. Nous saluons donc cela. Mais vous savez, il y a un moment pour tout. Les personnalités politiques qui sont à la tête de cette coalition, excusez-moi, se sont mis à l'évidence qu'elles sont obligées d'être ensemble pour changer le Sénégal. Et comme on dit, vous savez, quand il n'y a pas de conflit, comme disent les Américains, les organisations dynamiques doivent connaître des conflits. Les conflits sont même nécessaires à ces organisations-là pour leur survie. Parce que quand il n'y a pas de conflit, ça veut dire que l'organisation ne vit pas, l'organisation n'est pas dynamique. C'est tout à fait normal qu'il y ait eu tous ces bruits. Il y en aura. Il y en aura. Le problème, c'est d'avoir cette capacité d'anticipation et faire de telle sorte que ces bruits-là ne puissent pas causer trop de tort à l'organisation. Yewwi Askan Wi est né
dans une certaine forme de douleur, de douleur soft, je vais dire. Douleur soft. Oui, je vais dire. Mais Yewwi Askan Wi va continuer, Inch'Allah. Et parce que d'ici 2023, en janvier 2023, nous allons voir les premières victoires de Yewwi Askan Wi qui vont ouvrir la porte à la principale victoire de 2024, Inch'Allah. Vous en êtes où avec les travaux? Nous y travaillons actuellement et nous avons une rencontre tout à l'heure avec les commissions qui ont été mises en place. Actuellement, il y a sur Dakar 17 comités électoraux qui ont été mis en place. Les commissions au niveau départemental aussi ont été mises en place. Les commissions au niveau communal sont en train donc d'être mises en place, que ce soit à Dakar et un peu partout au Sénégal. Donc c'est quand nous aurons terminé cette phase-là, on avait le 3 comme dernier délai pour avancer. Quand nous aurons terminé cette phase-là, je pense que nous allons passer directement à la seconde phase, qui sera la phase d'animation, la phase de vente de Yewwi Askan Wi et aussi la phase des investitures. Voilà, j'allais en venir, les investitures. Vous pensez que ce sera un exercice facile? Non, du tout. Du tout. Même dans nos petites organisations, les investitures ne peuvent pas être faciles, mais imaginez que d'autres organisations politiques s'assoient ensemble et décident de faire quelque chose ensemble, et ce sera difficile. Et nous nous attendons à cela, mais nous avons confiance en nos leaders, nous avons confiance en leur générosité, en leur sens d'ouverture, à leur expérience politique, surtout avec le président Khalifa Sall. Et je sais qu'avec tout cela sur la balance, nous allons connaître des investitures moins pénibles. Je dis moins pénibles parce que ça va être difficile. Et nous appelons tous au sens de la générosité, du partage et de l'ouverture. Parce que si nous sommes ensemble, c'est pour gagner. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous savons que nos organisations politiques, prises individuellement, ne peuvent pas gagner seules. C'est une réalité au Sénégal. Le Sénégal a dépassé l'époque où un seul parti gagne et gouverne. Non, nous sommes à l'ère des coalitions. Ça veut dire que les Sénégalais ont un éventail de choix. Ils ont la possibilité de choisir entre plusieurs organisations politiques. Et c'est ça qui fait que les gens sont obligés d'être ensemble. Quand on est ensemble quand même, on cède une partie à l'autre, l'autre cède une partie à l'autre, et c'est ainsi que nous pourrons évoluer. Mais je pense quand même que nous allons y arriver, Inch'Allah. Peut-on s'attendre à des primaires dans Yewwi Askan Wi? Je ne sais pas si les délais vont nous les permettre, parce que les primaires prennent du temps, il faut des comités ad hoc, il faut un dépôt des dossiers, il faut de petites campagnes. Vous parlez en connaissance de cause, puisque PASTEF procède à des primaires. Nous avons déjà procédé à nos primaires et nous avons presque terminé. Donc vous voyez, ça prend du temps et nous ne pouvons pas le faire avec une multitude d'organisations et de mouvements. Ce qui fait que nous serons obligés de trancher sur la base quand même de ce que l'accord cadre a dit, sur la base de la représentativité, du poids politique, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments qu'on va mettre sur la table pour faire ces investitures-là. Mais je ne pense pas que cela puisse être possible d'aller à des primaires en l'état actuel des choses parce que le délai est relativement court. Et justement, les investitures, vous l'avez dit, ne seront pas chose facile. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des frustrations? Parce que d'aucuns hésitent à dire que pratiquement toutes les coalitions risquent même de casser, même avant les élections locales, juste lors des investitures. Non, tout à fait clair. Il y a des gens qui seront frustrés, mais pour ceux qui comprennent un peu l'idée de la coalition, pour ceux qui comprennent pourquoi la coalition, par rapport à des principes qui ont été partagés et autour desquels les gens doivent se mouvoir, je ne pense pas qu'il y aura des frustrations. Mais quand même, si les gens ont des frustrations personnelles, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le projet de la coalition. Non, on ne peut pas dire forcément qu'on doit être devant. Ce n'est pas possible. Il faut un arbitrage. C'est pourquoi je continue à faire un appel à tout le monde pour que les gens quand même se calment et laissent les gens travailler. Et après, maintenant, nous verrons. Mais les frustrations, il y en aura.
Il y en aura. Mais pour moi, ce qui peut les atténuer, c'est la compréhension que nous avons tous du projet de Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi, c'est ça qu'on a dit. Libérer le peuple. Donc on ne peut pas, pour libérer le peuple, dire que c'est moi qui vais forcément couper la corde qui lie les deux pattes de l'oiseau. Pas forcément. Il peut y avoir quelqu'un d'autre pour le faire. Et pourquoi pas? Donc je pense qu'il nous faut quand même savoir raison garder et essayer un peu donc de comprendre ce qui nous unit. Et si on a cela, je pense qu'on peut avancer, mais on s'attend quand même à beaucoup de difficultés. Et maintenant, la capacité d'un leader, c'est d'anticiper sur des difficultés et d'avancer rapidement. Vous êtes le coordonnateur de PASTEF au niveau de Dakar. PASTEF brigue des communes à Dakar, notamment la ville. Oui, mais dans le cadre de Yewwi Askan Wi, oui. Dans le cadre de Yewwi Askan Wi, j'ai dit à mon ami Barthélémy Dias que je veux être maire comme lui. Mais cela ne veut pas dire que je serai forcément celui qui sera choisi. Et ça, c'est dans la courtoisie et dans beaucoup de choses. Nous ne sommes pas venus pour faire de la figuration dans cette coalition. Comme toutes les autres organisations aussi, nous avons un poids politique qui ne nous rend pas orgueilleux ou arrogants du tout, au contraire. Mais quand même, nous sommes venus pour jouer un rôle dans cette coalition. Mais, ça je peux le dire ici, vous n'entendrez jamais, je ne vais pas dire jamais, mais nous sommes une organisation politique très disciplinée, il y a le choc des ambitions, mais quand même, nous faisons confiance à notre leader et nous ne pensons pas que des bruits puissent provenir de PASTEF, non, au contraire. Au contraire, nous allons tout faire pour prendre de la hauteur et faire de telle sorte que les choix qui doivent être faits soient les choix qu'il faut pour le bien de la coalition. Mais quand même, nous avons des prétentions ici à Dakar et un peu partout au Sénégal. Par exemple, vous êtes candidat à la ville ou bien dans une commune? Oui, mais s'il s'agit pour chaque organisation d'envoyer la liste de ses candidats, forcément vous verrez mon nom sur la liste à Dakar. Pour quelle commune? Je ne pense pas être dans une commune. À la ville. Comme on dit, qui trop embrasse mal étreint. Je ne peux pas être à la ville, être au département, être au niveau national. Ce n'est pas ça ma conception de la politique. Et je peux vous le dire tout de suite, je ne suis dans aucune commune. J'ai préféré quand même laisser les autres qui ont fait ce travail-là au niveau des communes avoir des prétentions pour être maire ou bien pour faire partie d'un conseil municipal. Mais moi, je ne suis pas des communes. Et je ne me fais pas aussi une fixation par rapport à une place particulière que je dois occuper dans Yewwi Askan Wi, même au niveau de la ville. Mais je suis dans un parti. Et si le parti me choisit comme le candidat de la ville, forcément je serai sur la liste. Si le parti ne me choisit pas, je respecterai aussi cette décision du parti, en bon militant discipliné. Ousmane Sonko, lui, est le candidat de PASTEF au niveau de Ziguinchor. Je ne suis pas au courant, pas encore. Selon les informations. Également, ou du moins les deux qui étaient en lice, ont préféré dire carrément qu'ils préféraient laisser leur place à Ousmane Sonko. Ah bon? Ça c'est une bonne nouvelle. Et ils sont de la coalition Yewwi Askan Wi? Non, de PASTEF. Ça, c'était lors des primaires de PASTEF à Ziguinchor. Maintenant, vous, dans une émission, notamment sur ITV, je pense, vous disiez que Ziguinchor, c'est un jeu d'enfant pour PASTEF. Ouais. Ce n'est plus pour PASTEF, ce n'est plus un jeu d'enfant pour PASTEF, c'est un jeu d'enfant pour la coalition. Nous ne raisonnons plus en termes de PASTEF, nous raisonnons en termes de coalition. Ziguinchor sera un jeu d'enfant pour la coalition. Je suis certain que la coalition Yewwi Askan Wi remportera les locales au niveau de Ziguinchor. S'il plaît à Dieu, Ziguinchor sera... Pourquoi vous dites cela? Mais c'est parce que nous sortons d'une élection présidentielle. Et oui, ce qu'on a fait à Macky Sall et à ses amis, et ils n'arrivent toujours pas à se réveiller de cette défaite qu'ils prennent comme un affront. Et là, c'était PASTEF, c'est vrai avec la coalition Jotna, mais maintenant nous sommes dans un cadre beaucoup plus large.
sommes dans une coalition Yewwi Askan Wi qui regroupe des organisations politiques de nom. Ça veut dire quoi? Les bases donc, de l'opposition se sont élargies au niveau de Ziguinchor. Pour moi, ce sera un jeu d'enfant. Même si c'était Pastef seulement, ce sera un jeu d'enfant, a fortiori dans une coalition comme Yewwi Askan Wi. On verra bien tout cela, ce sera en janvier 2022, normalement. C'est pas loin, Inch'Allah. On verra bien. Vous pensez que Yewwi Askan Wi, c'est juste une coalition électorale ou bien Yewwi Askan Wi on pourrait retrouver Yewwi Askan Wi en 2024, Inch'Allah, à la présidentielle? Oui, mais c'est ça notre projet. Si vous avez lu notre projet, la charte et l'accord cadre, nous avons décidé d'être ensemble jusqu'en 2024 et au-delà. Je l'ai dit tout à l'heure, aucune organisation politique ne peut se prévaloir d'avoir tout ce qu'il faut pour gérer ce pays ou gagner des élections seules. C'est pourquoi nous avons dit, nous irons ensemble jusqu'en 2024. Au-delà, Yewwi Askan Wi ne doit pas seulement constituer une force électorale, mais elle doit constituer aussi une force politique incontournable. Et c'est ça le projet. Et même s'il restait 2 partis politiques dans Yewwi Askan Wi, ces partis-là iront ensemble lors des joutes électorales à venir, que ce soit pour les élections législatives et l'élection présidentielle de 2024, Inch'Allah. C'est ça notre projet et nous espérons que nous y parviendrons. Il y a une affaire qui pèse sur Ousmane Sonko. D'ailleurs, les détracteurs de Yewwi Askan Wi n'hésitent pas à dire que oui, c'est ceux qui constituent, ceux qui ont mis en place Yewwi Askan Wi, ceux qui ont créé cette coalition, ont un dénominateur commun. Il s'agit de la justice. Voilà. Aujourd'hui, il y a une affaire qui pèse sur Ousmane Sonko. Vous pensez vraiment que la justice fera qu'est-ce que vous espérez de la justice sénégalaise concernant cette affaire-là? Elle fasse son travail en toute indépendance, en toute équité, en toute transparence. C'est ça que nous demandons à la justice, c'est de faire son travail tout simplement. Le travail qui lui est dédié, de rendre la justice au nom du peuple. C'est ça que nous demandons à la justice. Nous ne demandons pas autre chose. On ne vous souhaite pas, si jamais Ousmane Sonko a été condamné, comment est-ce que vous allez réagir? Ousmane Sonko ne sera pas condamné dans ce pays. Si Ousmane Sonko est condamné dans ce pays, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ça, c'est moi qui vous le dis. Il ne peut pas être condamné sur la base d'un dossier vide. Vous avez dit, là, il y a 48 heures passées, les avocats du président Ousmane Sonko ont déposé une requête au fin d'avoir le contenu du dossier. C'est un minimum. Oui, qu'on nous donne le contenu du dossier. Ousmane Sonko ne sera pas condamné dans ce pays. Donc si, au niveau de Benno Bokk Yakaar, ils disent que ce qui s'est produit en mois de mars ne se reproduira pas, vous répondez quoi? Tout dépend d'eux. Tout dépend d'eux. Nous rééditerons le même coup. Le même coup. Nous ferons même pire. Ça, je le dis et je l'assume. Nous ferons pire que le 8 mars. Si eux, ils tentent de faire la même chose ou de faire pire. Comme je l'ai dit, œil pour œil, dent pour dent. Nous n'accepterons pas que quelqu'un à qui ce pays n'appartient pas, quelqu'un à qui on a donné le pouvoir de façon démocratique, puisse décider de qui doit gérer ce pays. Lui-même, il l'a dit, il n'a jamais pensé une seule fois être président de la République. Puisque lui, il n'a pas pensé une seule fois être président de la République, nous avons l'ambition d'être président. Que ce soit le président Khalifa Sall, le président Ousmane Sonko, nous avons l'ambition de gérer ce pays. Lui, il a dit qu'il n'a jamais eu cette ambition. Il n'a jamais eu cette ambition. Il ne peut pas nous empêcher de voir cette ambition. Inch'Allah, en 2024, il ne sera pas candidat ici, au Sénégal, et ne nous imposera pas un candidat. Nous serons candidats en 2024. Ça, c'est clair. Sinon, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Abbas Fall, merci. Merci, madame. Merci à vous. Je rappelle que nous étions avec Abbas Fall, le coordonnateur de PASTEF à Dakar, mais également il est responsable membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Temps de parole. Rendez-vous prochainement, ce sera sur Taxawu Sénégal TV.